Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Quelle introduction, on se croirait dans un film de super-héros. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, encore une fois à Devox, pour vous présenter mon sujet Anatomie d'une faille, où je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'attaque XZ Utils qu'il y a eu il y a un an. Et je vais juste commencer par un petit spoiler, si mon pointeur veut bien fonctionner. Voilà. Juste petit spoiler, certaines slides peuvent heurter la sensibilité des experts les plus techniques. Évidemment, j'ai dû faire quelques simplifications. Le sujet est très dense, très technique. J'ai essayé de le rendre abordable. Donc, vous me pardonnerez s'il y a certaines simplifications, mais en tout cas, on pourra toujours en discuter après s'il y a besoin. C'est ce que je disais, donc certaines parties techniques simplifiées et aucun serveur n'a été maltraité pendant la préparation de ce talk. Par contre, de nombreuses machines virtuelles, oui. Donc on va commencer tout de suite à rentrer dans le sujet. XZ Utils, qu'est-ce que c'est? Donc juste pour vous introduire le sujet, pour que vous arriviez à vous représenter ce que c'est. XZ Utils en 3 points, donc c'est un ensemble de bibliothèques et d'outils qui permettent d'achever de la compression et des compressions sans perte. Donc vous connaissez par exemple le format de compression GZ, BZ2, etc., etc. Donc XZ, c'est un format de compression à part entière. Qui implémente une méthode de compression basée sur la méthode LZ, LAMP-LZIF, qu'on connaît très bien, et les chaînes de Markov, qui est une technique issue des mathématiques avec une approche stochastique pour achever un taux de compression qui est correct. On ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, ce n'est pas le sujet ici. Sachez que la combinaison de ces deux techniques permet d'achever un taux de compression qui est très poussé, donc très, très utile dans notre monde moderne. Et c'est notamment utilisé pour distribuer du code source, très souvent, et notamment le code source du noyau Linux, que l'on retrouve disponible sous la forme d'une archive tar comprimée en XZ. Et sachant que le noyau Linux aussi embarque différentes méthodes de compression pour comprimer son chargeur, ce qu'on appelle l'initRD, son RAM disk initial, que l'on peut comprimer avec XZ, donc le comprimé, le décomprimé au démarrage. Donc c'est utilisé vraiment de façon très très large dans beaucoup d'endroits. Je vais juste revenir sur la journée du 29 mars 2024, puisque c'est une date assez importante où on a découvert cette attaque sur le projet XZ Utils. Donc, on revient sur, déjà, au petit matin, on se retrouve avec une CVE, que vous connaissez, Common Vulnerability Exposure, donc une alerte qui nous annonce qu'il y a une faille de sécurité qui a été détectée. C'est très clairement la CVE 2024-3094 qui est tout droit sortie des enfers, donc qui est publiée par Red Hat. Red Hat n'ont pas été les découvreurs, ce sont juste les personnes les premiers à avoir reporté cette CVE. Et je vais expliquer un petit peu plus dans les détails. Si vous remarquez bien un petit peu la CVE, là, en bas à gauche, vous avez un score. 10. Les CVE étant notés sur 10. Quand vous avez une CVE, que vous êtes CTO, DSI, que vous avez une CVE notée 10 sur 10, première chose que vous faites, vous vous évanouissez. Et après, vous commencez à vous dire, est-ce que je suis touché par ça? Donc là, très clairement, on est dans une faille de sécurité exploitable, potentiellement 0 death si vous êtes impacté, donc exploitable de suite, avec un score le plus élevé possible. Donc ça, c'est le pire des scénarios qui puisse arriver. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de la CVE de cette attaque, je voudrais juste vous présenter un petit peu, finalement, le héros du jour, la personne par qui cette détection a été faite, c'est Andres Freund. Andres Freund, donc voici sa photo que j'ai pu trouver. Donc c'est quelqu'un qui est un ingénieur qui travaille principalement sur PostgreSQL. C'est un ingénieur, son travail dans la vie, c'est vraiment de travailler sur le moteur de PostgreSQL et quelqu'un qui travaille beaucoup sur le moteur de base de données, sur les optimisations, etc. etc. Donc c'est quelqu'un globalement, qui n'a rien à voir avec la sécurité, mais c'est lui qui l'a découvert. Et il a aussi cette particularité de travailler chez Microsoft. Personne n'est parfait. Non, je plaisante. Je sais qu'il y a des amis de Microsoft peut-être dans la salle, ou de GitHub. Je vous fais des bisous. Donc il travaille chez Microsoft et il est plutôt payé pour travailler sur ce projet que vous connaissez très bien. Et donc Andres Freund nous publie cette journée du 29 mars sur les réseaux sociaux qu'il était confronté à une série de coïncidences qui l'ont amené à détecter de façon accidentelle une faille de sécurité qui n'est pas une faille, qui est une véritable attaque. Donc il le dit, il l'a publié sur Mastodon, il dit « J'ai accidentellement trouvé une issue de sécurité en travaillant sur Postgre ». Voilà.
On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Il dit qu'il était en train de faire des micro-benchmarks sur PostgreSQL. Quelque chose lui a attiré l'attention et puis il a creusé un petit peu et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc une fois qu'il a fait cette découverte, il l'a publié donc sur un board qui est assez connu, qui est un board de sécurité. Et donc, il a travaillé un petit peu à essayer d'expliquer le fond de sa découverte et donc ce qu'il a trouvé. Donc, il disait qu'après avoir observé un certain nombre de symptômes un peu particuliers sur la bibliothèque Alzheimer, il a creusé un petit peu et le résultat de ses recherches a fait qu'il arrive à cette conclusion qui est assez importante, c'est que le repository Git upstream de XZ et les tarballs qui sont issus de ce projet ont été backdoorés. Donc là, on sent qu'on est vraiment non pas sur une faille de sécurité, mais c'est une véritable attaque coordonnée qui a été mise en place pour injecter une backdoor dans ce projet. Donc évidemment, toujours en tant que CTO ou DSI, vous vous levez, vous dites « Oh là, les tarballs upstream backdoorés, this is fine ». Si je vous résume un petit peu les objectifs de l'attaque, on peut les résumer en gros en 3 points principaux. Corrompre la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement logiciel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est affaiblir le démon SSH. Vous sentez venir le truc, chacune sait ce qu'est SSH. Si vous affaiblissez le démon SSH, globalement, vous avez accès à n'importe quel serveur corrompu dans le monde. Et globalement, c'est de devenir maître du monde. C'est un petit peu l'idée de cette attaque. Donc très clairement, on sent que l'impact de cette attaque peut avoir des conséquences assez désastreuses sur l'ensemble du monde informatique. La chronologie de l'attaque, et c'est là où ça va être intéressant, elle est à peu près en 4 temps. Vous avez un premier temps qui est une phase d'ingénierie sociale, que je vais vous expliquer tout de suite après, qui est assez poussée et vraiment assez complexe. Une phase d'ingénierie technique qui est, selon moi, brillante, et vous verrez juste après pourquoi je dis ça. Une phase de déploiement de l'attaque, pour essayer justement de pouvoir répandre un petit peu cette attaque. Et heureusement, le 4e temps, c'est la détection de l'attaque, totalement par hasard. Donc je vais vous parler d'ingénierie sociale, et l'ingénierie sociale sur ce genre d'attaque coordonnée de sécurité, ça commence toujours par ce genre de phase. Donc c'est la menace fantôme, et je vais vous redonner un petit peu une définition de ce qu'est l'ingénierie sociale, puisque ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc l'ingénierie sociale, c'est un ensemble de techniques et de manipulations psychologiques à des fins d'escroquerie. L'objectif, c'est de manipuler les gens et de les amener à faire une action qui va à l'encontre de leurs intérêts. Elle vise surtout à exploiter la confiance, la crédulité, etc., des gens, justement pour pouvoir parvenir à nos fins. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'ingénierie sociale qui sont très connus. Il y a quelques techniques. Il y a déjà, en premier lieu, le phishing, que vous connaissez toutes et tous. On vous envoie un email, on vous encourage à cliquer sur un lien, donner des informations, j'en sais rien, de carte bancaire, de ce que vous voulez, etc. Donc ça, c'est la technique d'ingénierie sociale assez classique. On peut soutirer des informations personnelles de façon très classique, que vous connaissez. Vous avez aussi le vishing. C'est la même chose que le phishing, mais par la voix, globalement par téléphone. Même technique, même punition, même motif. L'objectif est de soutirer des informations personnelles, mais cette fois-ci par le biais d'une communication vocale. Vous avez le prétexting. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient déjà eu affaire à ça. Quelqu'un sonne chez vous et vous dit « Bonjour, je suis un technicien Orange, Bouygues ou ce que vous voulez. Et il y a des travaux sur la fibre, etc. J'aimerais accéder à votre box pour voir si tout va bien, etc. » Ça, en général, vous êtes quasi assuré que c'est quelqu'un qui prend pour prétexte ce genre de travaux, qui n'existe évidemment pas, pour pouvoir rentrer chez vous et voir s'il y a à même de vous cambrioler. Voilà. J'ai eu affaire à ça plusieurs fois, des gens qui ont sonné à ma porte et qui ont prétexté être des techniciens. Et quand je leur demande de prouver leur identité, en général, ils partent en courant. Vous avez le baiting. Alors le baiting, on rentre dans des choses qui sont un peu plus poussées, un peu plus vicieuses. Typiquement, le baiting, c'est préparer une clé USB avec une charge virale dedans. Vous mettez cette clé USB dans la boîte aux lettres de quelqu'un, vous la laissez sur un bureau, quelqu'un va la trouver. Un des premiers réflexes, parce qu'on est très curieux, c'est de prendre la clé USB et de le mettre dans le PC. Grossière erreur.
Donc en général, vous savez qu'avec le baiting, ça c'est quelque chose, on va essayer d'encourager quelqu'un par la curiosité de faire une action qui est vraiment une action physique. Et on peut préparer par exemple des clés USB, vous pouvez le faire aussi avec des souris, ou avec, on peut reprogrammer les microcontrôleurs à l'intérieur, etc., pour pouvoir injecter une charge virale dans un PC. Et donc donner accès de l'intérieur à votre système d'information. Vous avez le shoulder surfing. Peut-être que beaucoup de personnes ici, vous avez pris le train pour venir, vous avez pris le TGV, et vous voyez très régulièrement des gens qui sont en train de travailler sur ordinateur, puis qui partent aux toilettes et qui laissent leur ordinateur ouvert. Ou si vous voulez attaquer vraiment quelqu'un, et vous savez qu'il travaille dans le TGV, vous vous arrangez pour être à côté de lui, et puis vous regardez ce qu'il fait par-dessus son épaule. On apprend beaucoup d'informations comme ça. Vous avez l'impersonnation, vous faire passer pour quelqu'un. Vous avez peut-être déjà entendu des histoires où, par exemple, une secrétaire a validé un ordre de virement parce que, soi-disant, le directeur de la banque l'avait appelé, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour amener quelqu'un à faire une action qui va contre ses intérêts. Le tailgating, c'est aussi une technique. Vous pouvez rentrer dans les locaux, si vous avez suffisamment de bagou, entrer dans les locaux, derrière quelqu'un en disant « Ah, j'ai oublié ma carte, etc. » Hop, vous rentrez dans les locaux, vous avez accès à des locaux que normalement vous n'avez pas accès. Et le dernier, celui-là, c'est mon préféré, le dumpster diving. C'est littéralement la fouille des poubelles. Les poubelles sont une source inépuisable d'informations, notamment chez les particuliers. On retrouve des relevés bancaires, des informations de sécurité sociale, tout ce que vous voulez pour pouvoir créer une fausse identité et ensuite usurper l'identité de quelqu'un. Voilà, donc en termes d'ingénierie sociale, vous avez tout un... Là, c'est évidemment pas complet, hein, vous avez tout un pan d'ingénierie sociale qui existe, qui vous permettent d'arriver à vos fins pour pouvoir faire des actions assez illicite. Laissez-moi vous présenter Jiatan. Jiatan, c'est l'attaquant qui a permis donc l'injection de cette faille de sécurité dans le projet XZ Utils. Alors, on n'a pas sa photo, on ne sait pas qui c'est. Et en vérité, j'y reviendrai un petit peu plus tard, en vérité, on pense que ce n'est pas une personne, mais plutôt un groupe de personnes. La cible, c'est Lascoline. Lascoline, je n'ai pas trouvé de photo de cette personne. Lascoline est le mainteneur officiel du projet XZ Utils. Il a pour particularité donc, de travailler pour l'association Toucani, qui produit et une distribution Linux et qui travaille à la maintenance du projet XZ Utils. Il a aussi cette particularité, c'est d'être le seul mainteneur de ce projet. Et ça, c'est un point qui est intéressant, notamment en termes d'ingénierie sociale, puisque ça va permettre de pouvoir concentrer les efforts sur une seule et même personne. En termes d'ingénierie sociale, la première étape ici, c'est de gagner la confiance du mainteneur. Donc, en gros, Lascoline devient mainteneur officiel du projet XZ Utils en 2009. Alors, c'est un projet qui est ancien, hein, puisqu'il est issu des travaux de 7-Zip, que vous connaissez très probablement, dont la partie LZMA a été sortie, mise en open source au début des années 2000, qui a été maintenue, etc. Et donc, Lascoline est devenu mainteneur officiel en 2009. Jiatan, donc l'attaquant, alias Jiat75, a créé son compte GitHub en 2021. Donc, c'est un compte de développeur qui est plutôt récent, on va dire sur l'échelle des temps informatiques, c'est un compte qui est assez récent. Et il a commencé à contribuer à différents projets open source, donc FLOSS, Free, Libre et Open Source, notamment sur GitHub, et différents projets qui gravitent autour de XZ Utils. On peut parler de XZ Java, on peut parler aussi de OSS Fuzz. OSS Fuzz donc, était un projet de sécurité qui permet de tester la sécurité de nombreux projets open source en faisant du fuzzy testing, donc en injectant de la donnée plus ou moins au hasard pour voir un peu comment ça réagit et si c'est bien sécurisé. Jiatan soumet son premier patch en 2022. Voilà, il fait une première tentative de soumettre un patch, mais un patch qui est tout à fait légitime, en disant voilà, je veux aider le projet. Donc là, il se fait passer globalement pour quelqu'un qui veut collaborer et donc aider au projet pour le faire avancer. Bon, son premier patch est rejeté pour différentes raisons. Pour autant, dans le même temps, on a une personne qui rentre dans la danse qui s'appelle Jigar Kumar et qui commence à mettre la pression pour merger ce patch. Et quand je dis il met la pression, c'est-à-dire il poste de nombreux messages sur le board du projet, il envoie de nombreux emails donc, au mainteneur officiel, à Lascoline, pour lui mettre la pression en disant non mais ce patch est très important, très intéressant, le projet, vous êtes seul sur le projet, ça n'avance pas, là il y a quelqu'un qui soumet un patch, c'est important de l'intégrer. Exactement en parallèle de ça, on a une nouvelle personne qui s'appelle Denis Hens, qui entre dans la danse et qui intensifie la pression. Donc pareil, par le biais de messages plus ou moins sympathiques qui visent à mettre la pression sur le mainteneur officiel pour intégrer ce patch. Je vous le donne en mille, Jiatan,
Dennis Hens, Jigar Kumar, a priori sont une seule et même personne. Ou en tout cas, un seul et même groupe de personnes. L'effet de groupe faisant ce qu'il est, c'est qu'en fait, il y a des personnes ici qui se disent autour, ah bah oui, mais ça, effectivement, c'est intéressant, il faut absolument intégrer le patch, etc., etc. Donc il est débordé vraiment sous une avalanche de demandes, et il est seul. Et évidemment, au bout d'un certain temps, la communauté dit bah, ça prend beaucoup trop de temps, on exige de toi ce que tu nommes un co-mainteneur à ce projet. Donc vous voyez, il y a la pression qui monte littéralement pendant plusieurs mois comme ça. Et Jiatan fait finalement son premier commit et devient contributeur régulier au projet XOZ Utils. Donc au début, il va soumettre des petits patchs et des petits correctifs, c'est tantôt sur de la documentation, tantôt sur du code, etc. Mais devient contributeur extérieur régulier. Il va faire des pull requests, il va apporter son aide à l'Ascoline en tant qu'aide extérieure. En revanche, la pression qui est exercée sur l'Ascoline ne faiblit pas. C'est-à-dire que la communauté, et notamment la communauté des attaquants, continue à mettre la pression. Parce que, évidemment, il a soumis un premier patch, mais il y avait d'autres patchs en attente. Il y a d'autres améliorations au niveau des performances, au niveau des tests unitaires, au niveau des algos de compression, correction de bugs, etc. Donc, on continue à intensifier la pression pour finalement rendre l'Ascoline à un point tel qu'il est vraiment à la limite du craquage. Donc, Jiatan gagne en implication, il gagne en confiance aussi sur le projet, et épuisé, au bout d'un moment, l'Ascoline finit par nommer Jiatan co-mainteneur début 2023. À ce moment-là, la première étape de l'attaque de l'ingénierie sociale est réussie. C'est-à-dire qu'on a réussi à prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec le projet, de l'intégrer au projet et de faire en sorte de gagner une certaine confiance et de devenir co-mainteneur du projet. Donc en résumé, si vous voulez mener ce genre d'attaque, vous prenez un projet open source avec un seul et même mainteneur, un projet open source où il y a besoin d'aide. Première chose que vous faites, vous l'assommez de demandes, sous une avalanche de demandes, et vous mettez la pression. Globalement, c'est ce que résume un petit peu cette petite illustration. Seconde étape, une fois que cette première étape est faite, la seconde étape va très très vite. Jiatan effectue son premier merge en tant que mainteneur début 2023. Donc il récupère les patchs qui lui sont soumis, il commence à les merger, il commence à devenir complètement autonome sur le projet. Il gagne progressivement la confiance de l'Ascoline. Déjà, il avait la confiance, mais là, il gagne la confiance dans le sens où il devient presque ami, si j'ose dire. Ils deviennent très très proches, ils travaillent de façon très rapprochée ensemble. Donc là, il y a vraiment une notion de confiance, alors qu'ils ne se sont jamais vus. Il y a vraiment une notion de confiance qui s'installe et Jiatan prend progressivement les rênes du projet. Les emails de contact du projet sont mis à jour vers Jiatan début mars 2023. Alors là, c'est difficile de savoir si l'Ascoline était au courant ou pas. A priori, il n'était pas complètement au courant. C'est-à-dire que les emails de contact, notamment vis-à-vis des projets OSS Fuse, XZ Java, etc., sont mis à jour non plus vers le projet, vers la mailing list du projet, mais vers Jiatan directement. Ce qui lui permet de récupérer le contrôle de la communication des gens qui communiquent vers le projet et de sa propre communication vers les autres personnes. C'est-à-dire que l'Ascoline est très clairement sorti de ce flux de communication. Jiatan s'efforce de consolider l'infrastructure de test dans le même temps. Et ça, c'est très important, et on y reviendra juste après. En juillet 2023, une pull request est effectuée pour désactiver le fuzzing build, parce qu'en essayant de préparer à injecter la backdoor, ça ajoute des instabilités qui sont détectées par OSS Fuse. Donc on apporte une pull request qui va permettre de désactiver temporairement ça avec la bonne explication qui va bien. Ne vous inquiétez pas, on va résoudre les problèmes, puis on réactivera plus tard. Un jour ou l'autre, certainement l'autre. Jiatan gagne en contrôle sur le projet début 2024. Là, ça va très très vite. Il change le hosting du projet, qui était donc vers tucani.org, en mettant le hosting du projet sur les GitHub Pages, puisque Jiatan n'avait pas accès au serveur de tucani.org, notamment pour la publication des versions, etc., etc. Par contre, ayant contrôle du GitHub, du dépôt officiel de XOZ Utils, et donc d'avoir les GitHub Pages dessus, ça lui donne un contrôle total sur la communication et sur ce qu'il peut publier. Il ajoute la charge utile de l'attaque dans les tests unitaires en février 2024. Il publie la version 5.6.0 et on est à un point où les distributions commencent à préparer leur nouvelle version qui arrivera. Debian est sur la Debian Unstable, elle travaille sur la prochaine version. On a la Ubuntu qui va arriver, puisque ça arrive toujours, vous connaissez les cycles, fin avril, fin octobre. On se disait, si on peut injecter la charge utile pour la version qui sortira fin avril, c'est plutôt pas mal.
Le problème, c'est que Debian, Gentoo et Red Hat détectent des dysfonctionnements. Il y a des instabilités, ils utilisent Valgrind, qui est un outil qui est très connu, qui permet de détecter les débordements mémoire, etc. Et donc, on observe des instabilités, donc, parce qu'effectivement, charge utile avec des impacts assez importants dessus. Donc, il effectue très rapidement des correctifs sur les instabilités et pousse les distributions à intégrer la nouvelle version 5.6.1. Et c'est peut-être là qu'est son erreur. Il a peut-être voulu aller beaucoup trop vite sur le sujet, et c'est ça aussi qui a mis la puce à l'oreille à certaines personnes. Il publie donc la version 5.6.1, et à ce moment-là, la charge utile est envoyée aux distributions et intégrée dans les distributions Linux. Donc, notamment Red Hat, puisque la Fedora allait sortir, potentiellement Ubuntu. Debian l'avait déjà mis dans la version instable, et puis Gentoo, comme c'est une rolling release, c'était déjà intégré en tant que paquet. Donc, en gros, à ce moment-là, ça y est, il a fait son travail d'ingénierie sociale, et il a pu injecter son travail d'ingénierie technique et donc sa charge utile. Maintenant, je vais vous parler de l'ingénierie technique. Et là, c'est tout l'art de la dissimulation de ce genre d'attaque, parce que injecter une charge utile, c'est une chose. Le but, c'est qu'elle soit le plus invisible possible et que personne ne puisse la détecter d'une quelconque manière. Et c'est là où vous allez voir, l'attaque en tant que telle est vraiment brillante. Donc c'est l'art vraiment de la dissimulation. Je le rappelle, l'objectif, la cible de l'attaque, c'est OpenSSH. Ça, c'est la cible définitive. Or, il ne saurait absolument pas être question d'attaquer OpenSSH en frontal. Les gens qui ont déjà eu affaire, comme moi, aux développeurs OpenSSH, vous savez de quoi je parle. Ce sont d'une part des gens extrêmement brillants, d'autre part des gens extrêmement suspicieux. Voilà, puisque c'est un projet qui est extrêmement sensible. Donc on n'irait pas attaquer directement OpenSSH, mais plutôt vous prendre une voie détournée pour l'attaquer, donc via XZUtils. Donc pour ça, on a à notre disposition le tarball, c'est-à-dire les archives officielles des sources qui sont distribuées, le système de build, les tests unitaires, le code source évidemment, la glibc et systemd. Avec tout ça, vous avez l'ensemble des usual suspects qui vont nous permettre de mener à bien cette attaque. J'espère qu'à droite, je ne vous spoil pas la fin du film si vous ne l'avez jamais vu. Voilà. En tout cas, en termes d'ingénierie technique, on va commencer par le tarball, donc l'archive qui contient les sources. C'est globalement la source de tous les mots. La charge utile, l'attaque, elle arrive par le tarball. Et si vous regardez ce qu'il y a dans le tarball, le code source qui est fourni dans le tarball, et ce que vous avez sur GitHub, il y a la même chose, presque. La charge utile n'existe pas sur GitHub. Par contre, elle est injectée dans le tarball. Et c'est le tarball qui est utilisé pour l'ensemble des distributions Linux, puisque c'est les versions officielles pour builder les paquets qui sont distribués dans les distributions Linux. Donc, globalement, c'est ce tarball qui va être le vecteur de déploiement de l'attaque. Mais pour ça, il va s'appuyer sur le système de build. Alors, le système de build a une particularité pour XZUtils, c'est qu'il y a deux systèmes de build. Un système de build qui est basé sur CMake, et un système de build qui est basé sur les autotools, donc configure, make install, que vous connaissez bien. En tout cas, peu importe, il a utilisé l'un des systèmes de build pour porter cette attaque. Alors, si on regarde bien, là je vais me focus essentiellement sur la partie autotools. Il y a un répertoire qui contient des macros, le répertoire M4. C'est un langage de macros qui permet de pouvoir détecter est-ce qu'on a telle ou telle feature sur le host qui build l'application, etc. Donc il y a un ensemble de macros. Et il y a un fichier qui est assez intéressant qui s'appelle build2host.m4. Et c'est lui qui va être le point d'entrée de ce qu'on va retrouver dans le script configure pour configurer le système de build, qui va permettre donc d'injecter cette attaque. Quand on regarde dans ce fichier, on va trouver quelque part, à la ligne 63, là, je l'ai mis en surbrillance, une ligne un petit peu cryptique. Je vous l'accorde. À la lire comme ça, on ne sait pas trop ce que ça fait. Et on voit que ça s'appuie, il y a un du sed, ça s'appuie sur des variables, et ces variables, elles viennent d'ailleurs dans le système de build. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est ça qui va permettre, lorsqu'on appelle configure, de pouvoir commencer à déployer l'attaque lorsqu'on va builder. Et ce système, c'est là où c'est malin, il ne va corriger les sources pour injecter l'attaque en tant que telle dans le binaire produit à la fin que dans un seul cas précis, lorsqu'on est en train de builder un paquet Debian ou builder un paquet RPM. Si vous compilez les sources sur votre machine que vous n'êtes pas en train de builder un paquet Debian ou RPM, la charge utile ne sera pas dans le binaire à la fin, ce qui permet de rester relativement discret. Par contre, effectivement, quand les distributions build un paquet Debian ou RPM, le système va le détecter, et la première chose qu'il va faire, il va aller modifier les makefiles. Et il va rajouter quelques lignes ici et là. Donc à gauche, vous avez le makefile original. À droite, vous avez en surbrillance, en bleu, là, clair, les lignes qui sont rajoutées. Et on voit que
bah, finalement, AM-test, AM-test-dir, etc., bah, ça a l'air innocent, il nous rajoute des tests unitaires. Et c'est vrai, hein, il rajoute des tests unitaires. Et il modifie plusieurs makefiles, dont un makefile, quelque part, où il rajoute cette ligne en jaune, am10 setup égale $am strip prefix pipe xz-d, etc., etc. Alors on dit, bon, ça fait un truc bizarre. Et il modifie un autre makefile, où il a rajouté aussi cette ligne, sed rpass, $am-test-dir, pipe, etc., etc. Tout ça, c'est très cryptique, ça s'appuie sur des variables qui sont construites par le système de build lors de la phase d'initialisation, etc. Je vous passe les détails, mais vous allez voir plus tard que ça a son intérêt. Dans le même temps, comme je vous le disais, Jiatan s'était efforcé à consolider l'infrastructure de test. Et notamment, il a rajouté quelque chose qui est assez intéressant dans le système de build. Là, je vous montre la partie CMake, mais c'est vrai aussi dans les AutoTools. Il a rajouté un meilleur système de détection de Linux Landlock. Et Linux Landlock, c'est la sandbox sous Linux qui permet d'isoler un processus et de ne lui donner que les droits dont un process a besoin pour effectuer ce qu'il a à faire. En gros, ça vise à renforcer la sécurité. Avant, pour savoir si le Linux Landlock était disponible, il vérifiait juste qu'un header était disponible sur la machine. Là, il va plus loin. Il vérifie que le header est disponible sur la machine. Et en plus, il teste que le Linux Landlock fonctionne correctement. Donc on se dit, voilà, en fait, là, ce patch est tout à fait légitime. Donc il ajoute à certains endroits, il renforce la détection de la sandbox. Mais très bien, OK. Et on se retrouve à plusieurs endroits où il y a des choses, on voit, il y a des petits correctifs ici et là. Et on arrive sur ce fichier. Donc là, je reviens un petit peu sur cette détection de la Linux Landlock. Et il y a peut-être quelque chose qui pourrait attirer votre attention. Je vous le mets en surbrillance, ce n'est pas tellement évident. Il y a un petit point qui a été ajouté dans le patch. Ce qui fait que lorsque le système de configuration de source va tourner, il va compiler ce bout de code pour détecter le Linux Landlock, sauf que mettre un point ici, qui est un caractère qui est quasiment invisible, hein, ça va faire échouer la compilation. Donc de fait, la résultante, ça va être de désactiver les sandbox. Première étape. Donc sous couvert de renforcer la sécurité, il a désactivé la sécurité. Ça, c'est très malin. Je reviens au premier payload tout à l'heure qui a été généré, puisque je vous avais montré une ligne en surbrillance et je voulais éclater comme ça, le fameux set rpass, etc. En fait, on voit qu'il va prendre un fichier qui s'appelle bat3corrupt.lzdma.xz. Donc c'est un fichier de test unitaire qui, normalement, représente un fichier XZ corrompu. Très clairement. L'objectif, c'est de dire, voilà, je passe un test unitaire et quand j'ai un fichier corrompu, ça doit se passer comme ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il fait en gros l'équivalent d'un cat de ce fichier, pipetr, donc en changeant un certain nombre de caractères, il convertit des espaces tiret en tiret, espace, etc., etc. Il décompresse tout ça, et ensuite, il génère le résultat dans un autre fichier. Ce fichier, le voici. Le fichier qui était censé être corrompu. On se retrouve avec un script shell qui est totalement cryptique, qui va tester de savoir sur quelle plateforme on est, il va faire un certain nombre de tests, de vérifier si on est bien en phase de build, notamment avec les AutoTools, avec config status, etc. Et on voit un export i égale head plus -c plus 1024, etc. Toute une section de head, etc. C'est complètement incompréhensible. Et en fait, il va utiliser ça, je vous le mets en surbrillance ici, il va prendre un autre fichier de test unitaire qu'il a injecté, qui s'appelle good large compressed LZMA. Si vous le décomprimez, c'est un fichier texte qui contient un petit peu de script, etc., mais qui ne fait rien de particulier. En fait, toute la version au-dessus, ça permet de prendre certains bouts de ce fichier et de reconstituer un fichier que je vous présente ici, qui est le second payload, qui contient l'injection de la charge utile dans le code source de XZUtils. Donc là, on a un fichier de plusieurs centaines de lignes de code, et en plus, vous voyez, qui a été complètement obfusqué. Dans le sens où il y a des variables qui s'appellent $ZRK, CCJ, truc muche. Enfin, vous savez, en général, quand on code bien, on essaie de donner des noms explicites à nos variables. Là, c'est volontairement obfusqué pour que personne ne comprenne rien. Donc, il y a des centaines de lignes de code là, qui sont faites comme ça. Voilà. Je vous passe tout ça. Et en gros, ce que vont faire toutes ces lignes, elles vont aller prendre les makefiles, les différents fichiers de source, certains fichiers de source, et changer quelques lignes de code ici et là, de façon assez anodine, on va dire, et de pouvoir injecter la vraie faille de sécurité, et notamment en s'appuyant aussi sur d'autres payloads binaires qui ont été ajoutés, qui vont être linkés avec le binaire résultant pour avoir la charge utile définitive. Voilà comment est injectée la charge utile. Après, c'est l'exploitation de la charge utile. Comment on fait en sorte d'aller pawn le serveur SSH? Eh bien, on va s'appuyer sur la glibc qui propose un mécanisme qui est assez intéressant qui s'appelle ifunc, qui signifie littéralement
indirect function. C'est globalement un pointeur de fonction qui permet de fournir une implémentation différente d'une fonction générique pour avoir une fonction optimisée. Typiquement, vous connaissez les fonctions, j'en sais rien, même copy ou même set, qui sont implémentées souvent en C, et parfois, sur certaines architectures, elles sont implémentées en assembleur pour beaucoup plus de perf, en exploitant soit les instructions SIMD, soit des instructions vectorielles, ou ce genre de choses. Donc voilà, la glibc, quand elle est instanciée, elle va dire sur quelle plateforme je tourne, et si sur cette plateforme, j'ai une version plus optimisée que l'implémentation native, je vais remplacer le pointeur de fonction de cette version native par la version optimisée. Donc c'est ce que va faire XZ utilise ici avec la charge utile. Il va utiliser donc, le mécanisme d'ifunc pour dire s'il y a une fonction qui est linkée dynamiquement qui s'appelle RSA public decrypt, si elle existe dans le binaire, je vais la swapper avec ma propre version. Propre version qui, vous imaginez bien, va dire elle fonctionne comme avant, sauf qu'il y a peut-être une clé publique SSH spécifique que je vais systématiquement accepter. C'est globalement ça. Donc là, globalement, vous avez la backdoor. La backdoor, elle est là. Alors, elle va vérifier qu'un symbole existe pour vérifier les clés publiques. Et elle va remplacer par sa propre fonction qui fait le même travail, mais par contre, elle va valider des clés complémentaires qui n'existent pas sur la machine. Mais pour ça, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, on va exploiter systemd, le fameux systemd. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines distributions Linux, OpenSSH est lié à systemd. OpenSSH, normalement, c'est un projet qui est quand même multiplateforme, qui n'a pas besoin de systemd. Mais dans certains cas, dans certaines distributions Linux, notamment pour vérifier que le démon fonctionne, pouvoir arrêter et relancer le démon, avoir des logs, etc., OpenSSH est lié à libsystemd. Et OpenSSH est légèrement patché pour pouvoir profiter, on va dire, de l'infrastructure de systemd et avoir quelque chose d'un peu unifié. Et libsystemd, elle est elle-même liée à libelzma, alors qu'OpenSSH n'en a pas besoin. Globalement, ce qui va se passer, c'est que lorsque le démon SSH va se lancer, il va se lier à libsystemd de façon dynamique, qui elle-même va se lier à libelzma, alors que SSH n'en a pas besoin. Ça va appeler les fonctions de start donc de la bibliothèque, des bibliothèques. La version de swap RSA decrypt, elle va être mise en place. Et ce que va faire cette fonction, il y a une fonction d'initialisation qui va vérifier que est-ce que le binaire qui est en train de se lancer, est-ce que c'est OpenSSH? Et si la réponse est oui, il va dire est-ce que je suis détaché d'un terminal? C'est-à-dire que ça tourne en mode démon, donc en arrière-plan. Et à ce moment-là, si c'est le cas, la backdoor va être activée. Dans les autres cas, elle ne sera pas activée. Donc le but, c'est de rester le plus furtif possible. Donc à ce moment-là, là, ça y est, on est pawn, on a réussi à pawn le serveur SSH. Donc en gros, après, le déploiement de l'attaque en tant que tel, c'est entre guillemets relativement simple. C'est faire preuve de patience, comme disait De La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force ni de rage. C'est en fait ce que ça signifie, c'est que si on prend l'image de la fable de la grenouille, si vous essayez de déployer une attaque, faites-le sur le temps long. Le cerveau humain est très peu sensible aux grands changements sur le temps long. Si vous cherchez à attaquer un projet et que vous le faites en frontal de façon très agressive, les gens vont se méfier. Si vous le faites sur un temps long, comme je vous l'ai montré, les gens vont plus être prompts à accepter votre aide et vous allez avoir plus de facilité à déployer votre attaque. Et quand on voit les contributions de Djiatan sur le temps long, effectivement, on voit qu'au début, il a créé donc son compte très à gauche, très peu de contributions, et de plus en plus vers la droite, il a contribué beaucoup à XZ et quelques projets satellites comme XZ Java, XZ Embedded, OSS Fuzz, etc. Et les commits malicieux ont été ajoutés vraiment sur la fin. C'est-à-dire qu'il a préparé son infrastructure d'attaque, il a gagné la confiance, il a pris le contrôle sur le projet, et c'est vraiment au moment du déploiement de l'attaque où il a ajouté les commits malicieux, et vous voyez sur des créneaux horaires assez particuliers, ici. Très différents des créneaux habituels. Et en regardant les adresses IP qui étaient utilisées, systématiquement, Djiatan passait par un VPN via Singapour. Hormis 2 fois, où on pense que c'est lorsqu'ils ont publié la 5.6.1, peut-être que le groupe qui a attaqué a oublié d'activer le VPN. Ça nous a donné des adresses IP vers l'Europe vraiment de l'Est. Et ça laisse à penser que le groupe d'attaque était un groupe russe, probablement étatique. Donc ça, c'est une des seules erreurs qu'ils ont faites, de faire ces commits un peu groupés et un peu dans la précipitation, justement pour sortir la 5.6.1, pour faire en sorte que ce soit inclus dans les distributions qui allaient sortir.
La détection de l'attaque en tant que telle, c'est écouter les signaux faibles. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un coup de chance monumental. Donc je reviens sur le détecteur de l'attaque qui nous dit à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur Debian Unstable, donc la version SID. Il effectuait des micro-benchmarks sur PostgreSQL et il a constaté une charge anormale de ses serveurs. Il voyait que le load average de ces serveurs, puisqu'il effectuait beaucoup de tests unitaires, des milliers de connexions SSH par minute, avec de nombreux petits tests unitaires, et il voyait que le load average augmentait. C'était anormal. Mais il travaillait sur Debian SID, donc il s'est dit, Debian SID étant par essence instable, il s'est dit, c'est peut-être lié. Donc à ce moment-là, il voit aussi que les temps de connexion SSH augmentent. Alors, on parle de 300 millisecondes en moyenne, hein. Mais il a vu que les temps augmentaient légèrement, que le load average augmentait. Donc il s'est dit, bah, on va creuser un petit peu. Et c'est lors effectivement de cette analyse où il a effectivement regardé d'où ça venait. Il a identifié que le démon SSH prenait beaucoup plus de temps, etc. Il est allé jusqu'à la lib LZDMA et c'est là où il est tombé de sa chaise en voyant que c'était la lib LZDMA qui contenait un code malicieux. Voilà. Donc c'est ce qu'il expliquait globalement, et il arrive à cette conclusion qui est que ça a vraiment nécessité un grand nombre de coïncidences pour que lui détecte cette attaque, et surtout qu'en plus, il s'y intéresse. Parce qu'il aurait très bien pu dire, je suis sur Debian SID, Debian instable, c'est pas grave, ce sera corrigé à la prochaine release. Donc ça aurait pu passer tout à fait inaperçu, et si c'était passé inaperçu, on peut être assuré qu'une grande partie des serveurs dans le monde aurait permis un accès SSH à un certain groupe de personnes sans qu'on puisse l'observer. Donc c'est globalement un aliment des planètes qui est réellement exceptionnel, hein. C'est extrêmement rare d'avoir une chance comme ça. Et le fait est, c'est que pour une attaque détectée comme ça, combien ne sont pas vus? Et en vérité, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous parler du vrai sujet, au final, qui est la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, qui est globalement la grande oubliée de notre industrie, de nos entreprises. Cette supply chain, c'est un véritable vecteur d'attaque. Vraiment. Vous développez du code tous les jours dans vos entreprises, etc. Mais évidemment, vous ne développez pas tout de A à Z. Vous vous appuyez sur des briques, majoritairement aussi open source. Et votre chaîne d'approvisionnement, de fait, vous n'êtes pas en contrôle et en maîtrise totale de ce qu'on fait. Et on a vu des attaques de supply chain assez impressionnantes. Vous vous souvenez très probablement de l'attaque des beepers du Hamas il y a quelques mois, où effectivement, ça révèle d'une attaque de supply chain industrielle, à l'échelle industrielle de grande ampleur, pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc, pour en revenir, c'est un vecteur d'attaque qui est assez puissant, la supply chain. C'est-à-dire que si vous voulez mettre à bas une entreprise, un État, etc., n'attaquez pas directement ce qu'ils font, mais attaquez-vous à sa chaîne d'approvisionnement. Cette chaîne d'approvisionnement, c'est globalement les systèmes d'exploitation que vous utilisez quotidiennement. Sur les serveurs, c'est majoritairement du Linux. Et donc, ça va être différents Linux, du Red Hat, du Debian, du Gentoo, peu importe, de l'Ubuntu. Mais aussi les logiciels et paquets logiciels. Chaque fois que vous téléchargez un point .deb ou un point .rpm de quelque part, sans qu'il soit signé et authentifié, vous prenez un risque, systématiquement. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. En tant que codeur, vous utilisez probablement Composer, NPM, pip, Go, Rust, etc. Alors pourriez-vous dire, chaque fois que je build une application en Go, je fais Go build, bah, vous voyez que ça télécharge la moitié de GitHub sur votre machine, ça compile, puis vous pourriez vous dire, bah, c'est sur GitHub, c'est forcément au-dessus de tout soupçon. Pas du tout. Justement, on prouve là que ce n'est pas du tout au-dessus de tout soupçon et que vous pouvez avoir soit une faille de sécurité qui est sciemment intégrée dans votre code, mais ça peut être aussi, et on l'a vu déjà de par le passé, un développeur qui est aussi à bout, qui en a marre et qui tout d'un coup fait disparaître son package de NPM. Du jour au lendemain, vous avez 10 millions de projets qui build depuis. Ça s'est vu par le passé. Ou un développeur, pareil, qui pète un plomb, qui dit ils m'embêtent tous. Je vais rajouter, vous avez le projet Color ou Colorize, je ne me souviens plus comment il s'appelle exactement, où le développeur a fait un coup, il a publié une nouvelle version, et quand les gens buildaient leur application, ça téléchargeait Color ou Colorize, et au lieu de faire ce que ça devait faire, ça affichait un petit peu un écran à la Matrix, et puis ça faisait planter les applications, les systèmes de build. Des millions d'applications qui étaient dans la capacité de builder. Et évidemment, sans oublier aussi vos conteneurs Docker. Combien de personnes vont aller sur Docker Hub, télécharger des images et puis les envoyer comme ça en prod sans aucun contrôle. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment un maillon qui est souvent négligé, open source,
et sur lequel il faut avoir une attention vraiment particulière. Vous pouvez utiliser des gestionnaires d'artefacts, typiquement Artifactory, mais il en existe plein d'autres, pour identifier vos dépendances et les gérer de façon précise chez vous sur des versions qui sont auditées, analysées, validées. Parce que télécharger la moitié d'Internet chaque fois qu'on build un projet, c'est peut-être pas une bonne solution. D'autant plus qu'on a les dépendances directes, mais vous avez aussi les dépendances transitives. Combien de paquets, par exemple, je pense à NPM, quand vous voyez les dépendances transitives, vous allez télécharger un paquet qui s'appelle isOdd ou isEven pour vérifier qu'il y a un nombre pair ou impair. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de dépendance? Pas certain. Par contre, ce sont des vecteurs qui ont été prouvés plusieurs fois par le passé, des vecteurs d'attaque qui sont assez importants. Donc, comme je le disais, c'est un maillon vraiment libre, open source de notre infrastructure moderne. Et souvent, c'est un maillon, vous connaissez ce même XKCD, qui est géré par une personne, quelque part dans le monde, toute seule, dans son coin, et qui fait marcher l'ensemble de notre grosse industrie logicielle, y compris les plus gros. Et quand je dis y compris les plus gros, c'est aussi AWS, Microsoft, etc., etc. Et évidemment, quand ce maillon est attaqué et qu'on n'aide pas un petit peu ces développeurs, on est soumis justement aux aléas de ce type d'attaque par supply chain. Et évidemment, c'est ça qui va nous permettre de nous retrouver dans une situation totalement délicate. Donc globalement, la supply chain, si nous n'y prenons pas garde au quotidien, en gros, on devient le maillon faible. On devient vraiment totalement attaquable d'un point de vue extérieur. Notamment, ça pourrait être un concurrent ou n'importe qui pourrait vraiment nous mettre dans une situation délicate. Donc juste le mot de la fin, très rapidement, si je vous parlais de tout ça, c'est parce que le sujet est vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire l'analyse de l'attaque, il m'a fallu vraiment des heures et des heures de travail pour comprendre comment elle fonctionnait. C'est une attaque qui est réellement brillante, mais encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'elle a été détectée de façon tout à fait opportuniste, on va dire, et que pour une attaque qui est détectée, combien sont dans la nature qui n'ont jamais été vues? Pensez-y. Et juste pour terminer, faire un petit peu d'autopromo, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc principalement X, Blue Sky. Je fais des lives Twitch et YouTube. Je crée pas mal de contenu. Vous avez accès aussi à mes dépôts Git, mes miroirs Git, donc GitHub, GitLab et Bitbucket, sur lesquels je partage un grand nombre de projets très différents, très variés. Sur les sujets que je partage en vidéo, il y a des sujets notamment de sécurité, mais aussi d'ingénierie logicielle, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et je termine dans les temps. Merci. Donc éventuellement, je peux prendre une question, je pense, s'il y en a une. Oui. Vas-y, sinon je répéterai la question. Bonjour, merci pour cette présentation. Merci. Avec le recul qu'on a eu sur cette attaque, est-ce qu'il y a des gens qui ont indiqué qu'ils avaient été attaqués, que cette faille avait été utilisée? Alors, on n'a pas de... Heureusement, cette faille a été détectée très très tôt, justement, juste avant que les dernières versions de distribution aient été déployées. Donc évidemment, tous les gens qui travaillaient en unstable, donc que ce soit Gentoo, Debian, etc., ont dû faire un audit complet, cramer un petit peu toutes les VM et autres machines et tout réinstaller pour être sûr que voilà, tout soit remis d'équerre. Mais a priori, elle n'a pas été utilisée à l'échelle industrielle puisque ça a été détecté juste avant. Pour autant, est-ce qu'il y a d'autres failles de ce type qui peuvent exister dans la nature? C'est très probable. Voilà. En tout cas, rien ne laisse à penser que cette faille ait été exploitée aujourd'hui, en tout cas à une très grande échelle. Mais c'était à deux doigts. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout, pile. En tout cas, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à venir me voir. Je me rends disponible à l'extérieur. Venez discuter, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.